Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. C'est une nouvelle interview et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Baptiste Fleurot. Baptiste Fleurot, pour vous le présenter en quelques mots, c'est un joueur de rugby, il est également entraîneur, manager d'un pôle du club d'Orsay. Et c'est aussi un docteur en STAPS avec une thèse très précise qui est l'intersubjectivité des communications entraîneur-joueur, mieux comprendre pour mieux intervenir. On va discuter rugby, on va discuter entraînement et comme vous voyez avec sa thèse, on va également discuter de communication. Communication entre les entraîneurs et les joueurs pendant les entraînements. Pas forcément pendant les matchs, même si on va quand même aborder ce sujet, mais c'est surtout par rapport aux entraînements. Donc comment les entraîneurs communiquent avec les joueurs et donc surtout, il va nous donner beaucoup de détails, d'outils et d'explications à comment optimiser la communication pour que les ateliers, les exercices soient le plus précis possible, que les joueurs forcément progressent encore plus vite que d'habitude et surtout prennent du plaisir. Profitez bien de cet échange, de cette interview, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis c'est parti, je vous laisse découvrir. À tout à l'heure, ciao. 20 ans que tu fais du rugby, t'as commencé où ? J'ai commencé à Étampes quand j'étais en CM2, j'avais une dizaine d'années du coup. Ok, t'as l'air de te souvenir précisément. Ouais, je faisais du hand, j'ai arrêté le hand parce que ça s'était pas forcément très bien passé avec mon entraîneur déjà à cette époque-là. D'accord, déjà à cette époque-là. Ça s'est pas toujours très bien passé. Et du coup, mon père m'avait proposé de faire du rugby parce que c'était un sport assez proche du hand. Et moi j'ai tout de suite... D'accord. J'avais tout de suite apprécié le sport. Quoi. Ouais, après Étampes, t'es parti à... C'est Massy que t'as après ? Je suis parti à Massy en junior. D'accord. En Crabos. Quand j'ai fini mon lycée en fait. J'ai passé mon bac et j'avais eu une proposition pour partir avant, j'étais pas parti. Et j'étais pas allé parce que je voulais pas y aller. Ouais. J'étais pas prêt à quitter mon cocon pour le coup. Mais c'est ça. et je suis arrivé à Massy du coup en Crabos deuxième année. J'ai joué 3 ans à Massy et puis après à Orsay. Et après Orsay, ok. Et Orsay, ça fait combien de temps maintenant que t'es là-bas ? Ça fait une dizaine d'années que je coach. Et ça va, je crois, c'est la 6e saison que je joue là-bas. Ok. Parce que j'ai arrêté de jouer pendant 2 ans à Orsay. D'accord. Pour des raisons d'entraîneur. Ok, cool. Donc la raison pour laquelle je voulais qu'on discute ensemble et de faire ce podcast, c'était par rapport à ta thèse. Alors moi je l'ai résumé à ma manière, tu vas me dire si c'est ça ou pas, et après on en discutera, c'est la communication entre les entraîneurs et les joueurs à un entraînement de rugby. C'est ça, pendant les entraînements. Je me suis intéressé à ça, et dans un objectif de formation des entraîneurs, l'idée c'était de comprendre en fait comment ça se passait les communications avec un groupe avec le groupe junior pour le coup d'Orsay, avec les entraîneurs et les joueurs. Et dans une optique de comprendre pour essayer de transformer la pratique des entraîneurs avec du coup l'objectif de les former, enfin en tout cas de leur apporter du contenu qui pouvait potentiellement les intéresser sur la manière dont ils avaient de procéder, sur la manière dont les joueurs avaient de comprendre et comment on pouvait faire pour que les joueurs ils comprennent mieux les messages qu'on leur transmet, qu'on optimise en fait les communications pendant les entraînements. D'accord. Au regard de eux, ce qui fonctionnait avec eux. Ok. Et le cadre de cette entre guillemets thèse, c'est t'étais présent à chaque entraînement. Quand ça a duré combien de temps les analyses Alors moi j'ai fait mon recueil de données en fait sur une saison. Je me suis intéressé à une saison et en fait je suis venu 3 semaines pendant la saison sur une semaine de préparation à un match. Ok. Et j'ai analysé du coup 6 entraînements pour comprendre les logiques et en fait entre chaque entraînement analysé, j'ai proposé une séance de formation. D'accord. Aux entraîneurs du club. Avec en prenant en compte tous les éléments que j'avais
analyser, que j'avais pu analyser très rapidement du coup, parce que l'idée c'était l'idée c'était d'être en collaboration avec les entraîneurs et d'essayer de leur apporter très rapidement des éléments de la recherche qui pouvaient les intéresser, qui pouvaient faire en sorte que qu'ils optimisent pendant la saison la manière d'intervenir avec eux. Et ça a été bien accepté que le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Alors tu faisais partie du club, donc c'était peut-être un peu plus simple. Je faisais partie du club avec un staff que je connaissais très bien. D'accord. Des joueurs que je connaissais aussi. C'était plus compliqué pour les joueurs de comprendre pourquoi je venais. D'accord. Parce que pour eux j'étais quand même entraîneur et qu'en fait en fonction des réponses qu'ils allaient me donner, parce qu'en fait je faisais des entretiens avec du coup les joueurs et les entraîneurs sur des situations de communication qu'ils avaient conjointement vécues. Et en fait, en fonction, quand je arrivais avec les entraîneurs, il n'y avait aucun problème. Eux, ils savaient ce pourquoi. Tout avait été clair sur le contrat avec eux, pourquoi je venais, quel était mon objectif. Et que voilà, c'était juste dans l'idée de juste comprendre comment ils faisaient pour essayer de leur apporter un plus. Et les joueurs, eux, dans un premier temps, ils étaient plus en train de se dire que j'allais les juger en fonction des réponses qu'ils allaient me donner. Et que quand je les questionnais un peu sur la manière qu'ils avaient de comprendre comment dans des situations vraiment spécifiques ils faisaient pour comprendre, et que par moments ils avaient rien compris, ils avaient rien écouté. C'était compliqué pour eux de le dire au début, parce que ça a été le cas, c'était pour certains joueurs compliqué d'apprendre à se livrer et à comprendre que j'étais pas du tout là pour les juger, mais que j'étais juste là pour comprendre en fait un phénomène et qui était mon objet de recherche. Et ça se passait comment? T'étais observateur, ils avaient des micros? Et après tu débriefais? Alors j'arrivais avec en fait quand je venais sur les entraînements, il y avait 4 entraîneurs dans le staff, donc moi j'avais un micro-cravate pour chacun d'entre eux. Donc c'est un dispositif simple où les coachs ils ont un micro, ils communiquent, ça enregistre toute leur communication pendant l'entraînement. Très bien. J'avais 2 caméras qui étaient sur le terrain, sur 2 plans différents, pour essayer d'avoir toutes les images de l'entraînement et tous les moments où ils communiquaient. Donc les caméras c'était des gars du club qui filmaient, qui avaient l'habitude de filmer un peu nos matchs ou autres, qui venaient me filer un coup de main. Et du coup avec ça moi j'étais sur le terrain aussi, et en fait quand les coachs communiquaient, parfois à la fin d'une communication je prenais 2-3 joueurs et je leur demandais ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient retenu de la communication, pour voir un peu déjà en direct s'il y avait déjà des écarts, et ça me permettait de cibler certaines communications. Je faisais un traitement de toutes ces données, et ça me permettait de cibler certaines communications qui avaient été effectuées pendant l'entraînement par les entraîneurs, par les 4 entraîneurs. Et je faisais des entretiens qu'on appelle des entretiens d'explicitation avec du coup les joueurs et l'entraîneur qui avait émis la communication. D'accord, donc tous les 3? Non, c'était du one-one à chaque fois. D'accord, ok. Mais c'était sur les temps différents, du coup je prenais d'abord l'entraîneur, puis après si c'était une communication en diade, là juste entraîneur-joueur, je faisais un entretien avec l'entraîneur et avec le joueur. Et s'il y avait plusieurs joueurs dans une communication par exemple collective, je prenais 3, 4, 5 joueurs qui avaient été listés en amont comme des joueurs un peu leaders du collectif, et qui avaient une expérience quand même de la pratique, pour essayer d'avoir des données vraiment intéressantes. Et je fais des entretiens avec chacun d'entre eux sur la même situation de communication pour voir comment. Et l'idée de ce type d'entretien, c'était de refaire vivre en fait la situation pour qu'eux ils m'expliquent et ils évoquent un peu tous les éléments de leur vécu, de leur expérience de ce moment-là, qui pouvaient être intéressantes pour moi. Donc moi je les guidais avec mes questions sur ce qui m'intéressait, pour comprendre comment eux ils fonctionnaient dans la situation. D'accord. Soit pour transmettre le message pour l'entraîneur, soit pour comprendre pour le joueur. Et du coup à partir de ça, ça m'avait donné pas mal de données ça m'avait donné énormément de données, parce que du coup les entretiens c'est énormément de données. C'est pour ça que je suis pas venu sur beaucoup d'entraînements, parce qu'en fait dans ce type de recherche on cherche pas à faire du volume. T'aurais trop de on cherche vraiment à comprendre sur une situation, 2 situations parfois, comment ça se passe, et ça nous permet de valider des éléments de recherche scientifiquement. D'accord. Pas en disant que ça se passe toujours comme ça, mais en disant que ça existe, et donc si ça existe, si le joueur il fait ça, en fait si lui il fait ça, potentiellement il y en a d'autres. Mais en tout cas si lui le fait, il faut le prendre en compte pour essayer de communiquer de sorte à ce que lui il comprenne. Donc ça permettait de sortir ce type de résultats. Et qu'est-ce qu'on est sorti de cette thèse? C'est quoi la conclusion? Alors si tu peux dire moi en fait dans l'originalité entre guillemets de mon travail, c'est que en fait j'ai pris à la fois le point de vue du joueur et de l'entraîneur, et que j'ai croisé ces points de vue sur ce qu'on appelle l'intersubjectivité du coup. D'accord. Et ce qui était pas ou peu fait jusqu'alors, en tout cas dans le monde du rugby ça n'avait pas été fait.
On savait qu'il y avait des choses dans l'entraînement qu'il fallait communiquer avec des mots-clés, qu'il fallait communiquer avec des phrases rapides, de pas essayer de prendre trop de temps, d'éviter de faire des communications trop longues, etc. Ok, Mais ça n'avait jamais été prouvé, entre guillemets, du point de vue du joueur. Et d'accord. du coup, moi, ce que j'ai apporté, c'est déjà de remettre au jour en fait, un peu tous ces résultats qui ont été faits dans la recherche il y a très longtemps, ou alors qui sont faits, mais pas en prenant le point de vue du joueur. Donc, c'était d'apporter ce point de vue du joueur. Ok. Et surtout, moi, c'était d'un côté recherche, montrer qu'avec ce type de dispositif, on pouvait faire de la formation. Et Oui. que la formation, elle permettait de transformer les pratiques. D'accord. Donc en fait, c'était tout un processus. C'était pas uniquement de comprendre les communications, mais c'était d'avoir cet objectif de formation Ok. et de valider entre guillemets un dispositif de formation qui alterne en fait des temps de recherche. Quand moi je venais Mm. sur une semaine, je faisais de la recherche, puis de la formation, puis je revenais D'accord. sur de la recherche, etc. Ok. Donc dans cette alternance, et les résultats qui ressortent, c'est rien d'inédit entre guillemets, hormis le fait que donc c'est de communiquer avec des phrases courtes, avec des mots-clés, Ok. avec des gestes. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est qu'en fait, les entraîneurs, en tout cas les entraîneurs que moi j'ai étudiés, ils communiquent relativement bien. Les communications sont relativement comprises par les joueurs, en tout cas dans la majeure partie des cas. Oui. Mais en fait, ils font beaucoup de choses inutiles, Ok. et il y a beaucoup de choses qu'ils font dont ils n'ont pas conscience. C'est-à-dire? Par exemple, c'est l'exemple d'un entraîneur qui... donc en fait, quand on fait l'entretien, j'amène les entraîneurs à revivre les situations et à faire émerger des choses dont ils n'avaient pas forcément conscience en amont, en tout cas au moment où ils vivent l'action. Et c'est par exemple un entraîneur qui communique avec ses joueurs Mhm. et qui, pendant qu'il communique, fait énormément de gestes avec ses mains. D'accord. En fait, il explique les courses avec ses doigts, avec ses mains, etc. Ok. Et lui, en fait, quand il le fait, et quand on revient en entretien, dans un premier temps, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conscient de sa part. Ah ouais, ok. D'accord. Conscient dans le sens de conscience au général, Ouais. qui est plutôt, pour faire simple, assez inconscient pour lui. Ouais. Mais en fait, quand on creuse dans l'entretien, Mhm. et quand je l'amène avec mes questions à revivre vraiment la situation, il prend conscience en fait que lui, il fait un certain nombre de gestes Ouais. avec ses mains, avec ses doigts, donc il explique justement ses déplacements des joueurs. Donc c'était sur un exemple tactico-technique où les Mhm. joueurs, fallait qu'ils fassent un schéma de jeu, entre guillemets, pour faire simple. Et par contre, les joueurs que j'ai interviewés dans mes entretiens, dans cette situation, eux, ils expliquent qu'en fait, ils sont attentifs à une seule chose, c'est ces gestes en fait que fait D'accord. l'entraîneur. Donc Et, ils écoutent presque plus ce qu'il et est en en train de fait, dire. il y a des joueurs qui écoutent, Ouais. il y en a qui regardent, il y en a qui imaginent en fait ce qu'il Bien dit. sûr, ouais. Et sur ça aussi, il y a des choses très intéressantes. Mais du coup, il y avait un des joueurs par exemple qui me dit: moi, je suis vraiment focalisé sur ce qu'il fait avec ses mains. Parce que pour moi, en fait, quand il dit que lui, c'est le 10, moi, je suis le 10. Ouais. Donc en fait, je regarde plus le doigt et qu'est-ce qu'il fait en fonction des autres joueurs, etc. D'accord. Et en fait, ce qui est assez marrant, entre guillemets, c'est que lui, du coup, il est attentif à ça, mais le coach, il n'a pas conscience de ça. D'accord. Donc comme il n'en a pas conscience, c'est pas optimisé, Ouais, entre ok. guillemets. Ok, je comprends. C'est-à-dire qu'il peut l'optimiser. Et donc on a fait beaucoup de travail, par exemple, sur ça en formation. Ouais, ok. Et du coup, des entraîneurs qui ont essayé de prendre en main toutes ces nouvelles connaissances, en fait, et puis même de conscientiser des actes, Hmm. et du coup de le faire de manière, et quand ils préparent leur communication, parce qu'ils préparaient, entre guillemets, leur communication quand ils regroupaient les joueurs rapidement de ce qu'ils Ok. voulaient leur dire, mais aussi du coup sur les manières de faire. D'accord. Donc il y a des choses comme ça, après je me suis rendu compte qu'il y avait des joueurs, on pense souvent qu'il y a des joueurs quand ils baissent la tête, qu'ils ont le regard qui divague un peu, que c'est des joueurs qui arrêtent d'écouter, qui sont partis un peu dans leur inconscient. Il y en a pour C'est lesquels le cas, ouais. c'est clairement le cas, parce que pour certains c'est compliqué. Ouais. Et il y en a d'autres en fait où moi j'avais un joueur, en fait il me disait: moi je pars, et en fait dans ma tête c'est comme un document PowerPoint, Ah. où en fait je vois des ronds qui se déplacent en fonction de ce que l'entraîneur il dit, D'accord. et en fonction des mots-clés qu'il utilise. Donc par exemple dans le rugby on utilise sur les courses, venir en cut, Hmm. contrôler en défense, etc. Ça prenait du sens, ça plaçait tous les points, et en fait quand l'entraîneur arrêtait de parler, moi je continuais d'imaginer mon truc, et D'accord. quand il arrêtait de parler, tout se mettait en mouvement. Ouais, Et du génial. coup ça me permettait de comprendre. Et du coup c'était des choses que moi j'avais pas, que Ouais, ouais. personne, quand j'en ai parlé avec mes potes qui sont entraîneurs, on soupçonnait pas forcément ça. Et du coup sur ça c'était vraiment intéressant. Il y en a d'autres du coup, qui sont attentifs à ce que l'entraîneur dit, d'autres à ce que l'entraîneur démontre, et d'autres qui disent: franchement j'ai pas écouté. Au moins, ils sont sincères. D'autres qui disent: franchement j'ai pas écouté, et même certains qui disent c'est assez marrant. J'avais une situation où un entraîneur communique avec un joueur, il le prend tout seul avec le joueur,
Et en fait, ce qui est ressorti de ma thèse, c'est que ces communications individuelles, là, c'est ce qui est le plus efficace. Ouais. Parce que les joueurs, il y a beaucoup plus de proximité, Ouais. et du coup, ils sont beaucoup plus attentifs, et souvent, D'accord. il y a des interactions qui sont créées, alors que quand on a 20 joueurs autour de l'entraîneur, en fait, l'entraîneur ne peut pas rentrer en interaction avec les joueurs, Ouais. et que l'interaction fait que en fait, l'attention persiste D'accord. chez le joueur vers l'entraîneur, perdure. Et dans une communication, là, moi je fais, du coup, je vois l'entraîneur qui communique avec, j'étais sur le terrain, et je vois l'entraîneur qui communique pendant une bonne minute, je pense, avec le joueur, qui fait des gestes, qui interagit avec lui. Je vais voir le joueur et je dis qu'est-ce qu'il vient de te dire, et il me dit j'en sais rien. Franchement, je n'ai aucune idée de ce qu'il m'a dit, et ça a duré 1 minute. Et du coup, c'est des situations qu'on a creusées parce que du coup, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche, et en fait, après coup, en fait, il y a des éléments qui reviennent. D'accord. Où du coup il a quand même compris des choses, mais dans l'instant en fait c'est une communication Ouais. qui était. C'est Et vrai. du coup on s'est intéressé à pourquoi ça n'avait pas marché D'accord. et quels étaient les ressorts qui font qu'à un moment l'attention du joueur elle est partie Ouais. sur enfin je me suis intéressé du coup à des focalisations intentionnelles en fait de leur part D'accord. sur certains éléments, du coup potentiellement sur les gestes, sur autre chose, Ok. sur un de leurs coéquipiers qui prend la parole et qui du coup focalise leur attention sur le coéquipier, ou D'accord. alors voilà toutes ces dimensions un peu attentionnelles. Ok. Et cette différence, c'est tous ces éléments-là qui étaient pour moi hyper riches. Parce qu'il faut adapter, en fait, c'est peut-être ça la difficulté de l'entraîneur, c'est qu'il faut adapter sa communication en fonction des différents profils. C'est Il y en a ça. sont auditifs, visuels, dans le mouvement. C'est ça, il y a plein de profils, ça on le sait, même si ça n'a pas été. On sait qu'il y a des profils qui existent, même si on n'a pas réussi aujourd'hui dans la recherche à prouver comment ça se passait. D'accord. Mais on sait que c'est des profils qui existent. Les gamins sont même eux capables de dire moi Ouais. je suis plutôt visuel, j'ai besoin de voir pour comprendre. C'est ça. Tant que l'entraîneur il parle, je comprends rien, mais en fait dès qu'il montre, Ok. tout est clair. Mais donc il y a des joueurs à 17-18 ans, là ils étaient totalement à même de dire comment eux avaient l'habitude de fonctionner D'accord. et qu'est-ce qui était à privilégier avec eux. Mais du coup c'est quelque chose qu'on fait pas forcément en tant qu'entraîneur au début, Ouais. en tout cas quand on n'est pas sur du haut niveau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au niveau, ils doivent Je le pense faire, mais que après. à haut niveau, j'espère que les entraîneurs le font, parce que du Ouais. coup c'est un gain de temps énorme. D'accord. Mais du coup, il y a des profils, et du coup, la difficulté, c'est de s'adapter à tous ces profils. Et quand on est dans un sport co, en général, en sport, on a tendance, en sport co, en rugby en tout cas, on a la tendance à regrouper tout le collectif pour dire quelque chose. Ouais. Et en fait, c'est des moments où en fait, l'information, elle passe peu. D'accord. Elle passe peu parce qu'on est loin de l'entraîneur, parce que les joueurs sont loin de l'entraîneur, parce que du coup, on voit pas forcément ce qu'il fait, Ouais. on l'entend pas forcément hyper bien, on a du bruit autour. Ouais. Des autres gars qui sont en train de parler potentiellement parce que ils sont pas forcément en train d'écouter, et alors qu'en fait les communications en diade, là juste un joueur, un entraîneur, ça prend vachement plus de sens, et c'est beaucoup plus efficace Ok. pour transmettre des infos, notamment chez des jeunes qui sont en formation. Ok, ouais, c'est Parce surtout. qu'il y a deux types de communication. Quand on est avec des seniors, on est moins sur de la formation technique, tactique, qu'avec des seniors où il y a quand même une grosse base qui est là, Ouais. même si c'est un travail qui doit continuer d'être fait dans ma conception du rugby. Mais voilà. Et par contre, chez les jeunes, c'est vraiment quelque chose où on passe le plus de temps, Ok. plus que sur les aspects stratégiques, etc., sur vraiment comment on va jouer contre telle ou telle équipe. Et du coup, là, il y a, je pense, beaucoup plus de temps à passer sur des communications individuelles avec des joueurs, surtout qu'on a en général des staffs avec 2-3 entraîneurs. Ouais. Et du coup, on peut s'organiser sur qui fait quoi pendant l'entraînement, entre celui qui anime, celui qui fait les régulations pendant, ok. etc. Et passer un peu moins de temps sur les débriefings collectifs qui sont souvent très longs. Ok. Et pas forcément très bien menés. En fait, moi, quand j'ai mené quand on a fait des bilans, enfin des entretiens sur des situations comme ça pendant ma thèse, il y avait des situations de communication qui duraient 2-3 minutes, où en fait, tu avais 3 informations qui étaient transmises. Ouais. Et en fait, du coup, il y a énormément de bruit autour des informations. Hmm. Et en fait, en 3 phrases, ça pouvait être synthétisé, ça pouvait durer 30 D'accord. secondes. Et peut-être que là, en disant point numéro 1, c'est ça, point numéro 2, c'est D'accord. ça, avec des gestes, voilà. Ça permet de cibler quand même beaucoup plus. C'est ce sur quoi on a travaillé en formation, et qui a pris du sens après avec les joueurs. Ouais. Donc idéalement, il faudrait que l'entraîneur il soit formé à la communication auprès des joueurs. Il faut qu'il soit. Ouais. C'est la qualité numéro 1. Il y a des entraîneurs, qui, quand on fait les premiers niveaux de formation fédérale, Ouais. en fait, on apprend toute la transmission entre guillemets des savoirs technico-tactiques, Ouais. mais on n'apprend pas à être un animateur en fait.
Ah, Et ok. la qualité numéro 1 d'un entraîneur, c'est d'abord d'être animateur. Ouais, ok. Si on ne sait pas capter l'attention, transmettre quelque chose, bah en fait, même si nous on a tous les savoirs, si on ne sait pas les transmettre, Ouais. il n'y a rien qui se passe en fait. C'est Et éducateur ou pédagogue? Ou c'est peut-être la même chose pour toi? Je sais pas. bah pour moi, en fait, ça dépend avec quel groupe. Ouais. Parce que Avec les quand plus on est jeunes, ouais. avec des petits, on est plus animateur Oui. que pédagogue. Et plus on monte à la fois avec les âges et quand on est Mm. avec des cadets juniors et seniors, on rentre davantage dans de la pédagogie, je D'accord. pense. Ok. Mais quand on est des petits, on est animateur. Mais quand on est pédagogue, on doit quand même avoir des compétences d'animateur. Bien sûr, ouais. C'est comme quand on donne un cours, si on est Mm. mou et que en C'est fait, sûr. on donne pas envie à l'autre d'écouter Ouais. et d'interagir, en fait, il se passe rien. Et du coup, on a des entraîneurs qui disent des choses extrêmement bien, Mhm. mais qui en fait n'ont jamais capté l'attention de l'auditoire. D'accord. Du coup, bah, c'est dommage. Parce qu'en fait, c'est juste une perte de temps. Ouais. Alors Et je ça, peux. c'est quelque chose qu'on n'apprend pas ou peu. D'accord. Je trouve dans ma formation STAPS, j'ai eu un cours une fois sur l'activité de l'entraîneur. Ouais. Et justement, comment on mène un briefing, comment on mène un débriefing D'accord. dans mon master. Mais sinon, c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, même si on a eu des stages, on a fait des cas pratiques, Mm. etc. Mais le temps alloué à ça est bien inférieur à quels sont les savoirs à transmettre. D'accord. En fait, on apprend plus les savoirs que comment les transmettre, je trouve. Alors sans pointer du doigt et trouver le coupable, c'est plus à l'entraîneur de s'adapter aux joueurs pour être sûr que la communication passe le mieux possible. Il faut que les deux fassent un effort, bien entendu, mais Il c'est... faut que les deux fassent un effort, mais on n'apprend pas aux joueurs à apprendre. D'accord. Enfin, on n'a jamais appris à un élève, on apprend un élève à apprendre à l'école. Ouais, Nous, dans le sport, on n'apprend pas aux joueurs à apprendre. d'accord. Et donc, je pense que, comme dans le rugby, on a 2 ou 3 entraîneurs pour 30-40 joueurs, Ouais, bah, en général, si ça marche pas, c'est pas les 40 joueurs qu'on change, c'est plutôt les entraîneurs. Donc, ouais, c'est pour sûr. moi, Ouais. c'est plutôt aux entraîneurs de s'adapter. D'accord. Mais par contre, c'est aux deux entités, aux deux personnes de Ouais, savoir qui est l'autre, comment il fonctionne. c'est ça, ouais. Et, la manière dont il a de communiquer, voilà, de s'adapter et pour le joueur et pour l'entraîneur. On peut avoir un entraîneur qui va être un peu caractériel, qui va pouvoir, par exemple, pas toujours parler de manière assez véhémente, mais en fait, c'est sa manière de communiquer Ok. et c'est pas un affront qu'il fait aux joueurs. Mais s'il s'est pas présenté en expliquant que c'était sa manière de communiquer, qu'il n'y avait pas de méchanceté, etc., c'était juste une manière de faire, bah, potentiellement ça peut bloquer certains joueurs Hmm. qui sont pas du tout ok avec ce type de Ouais, communication, mais si ça a été présenté en amont, bah déjà la communication passe mieux. d'accord. Et si un joueur dit moi, franchement, si tu me parles comme ça, même si je sais que c'est pas dans le fond possible, enfin, toi c'est pas méchant dans le fond, si tu fonctionnes comme, enfin, moi ça me heurte et du coup ça me bloque. Et du D'accord. coup, bah, potentiellement avec ce joueur, l'entraîneur faudra quand même qu'il fasse, Ouais. qu'il change de sa manière d'être. Et c'est là où on parle d'incompatibilité? Bah, d'incompatibilité ou si l'entraîneur n'est pas capable de se transformer, de changer, en tout cas si le joueur ou le joueur n'est pas capable de le faire non plus. Ouais, Mais pour d'accord. moi, la communication, c'est une vraie rentrée en interaction, en C'est fait. ça, ouais. Mais sur tous les plans, émotionnel, communicationnel, sur de la communication verbale, non verbale, gestuelle, sur de la manière d'être. Ok. Juste une atmosphère qui est créée en fait entre des joueurs et des entraîneurs qui permet de faire passer un message. Si c'est une totalité, si cette atmosphère elle est pas créée, en fait, il se passe rien. D'accord. Il y a une transmission de mots, de gestes, mais il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'interaction du coup qui est Ouais. créée. Une interaction, c'est vraiment un aller-retour entre des infos qui sont envoyées et qui sont perçues. Hmm. Et du coup, bah, quand il y a trop de bruit au milieu, enfin, quand je dis bruit, c'est tout ce Ouais. qui peut nuire à la communication. Quand il y a trop de bruit, bah, en fait, il n'y a pas d'arrivée du message et il n'y a pas de Ouais, pas de réception. réception. Et du D'accord. coup, potentiellement, dans le sport, il n'y a pas de modification de comportement. Est-ce que tu as vu une modification de la communication des entraîneurs au fur et à mesure que le match approchait? Plutôt en fin de semaine. Bah, sur les contenus, oui. Ouais, Parce que du coup, en fait, dans la construction des entraînements, nous, quand moi j'étais avec ce groupe-là, c'est pas les mêmes entraînements en début de semaine qu'en fin de semaine. ouais, normal, ouais. Où on passe d'avant, enfin, du très général entre guillemets sur la formation du joueur, etc. en début de semaine, à plutôt un affinage déjà sur le groupe qui va jouer Mhm. et sur les contenus plutôt stratégiques qui seront découlés en fin de semaine pour préparer le match, Ok, avec notamment des communications auprès des joueurs leaders, ok, des leaders stratégiques du match, donc la charnière, le leader de touche, etc. Davantage de communication sur ça, d'accord. de la part des entraîneurs, sur comment on fait du coup, comment on va faire pour jouer ce match-là.
Alors qu'en début de semaine, c'est vraiment comment on fait pour jouer un 3 contre 2, comment on D'accord, fait ok. Et il y a eu plutôt un affinage sur ça, D'accord. sur les communications que moi j'ai pu voir. Et puis, par exemple, je me suis intéressé toujours à des semaines où il y avait un match à la fin. Ouais. Et la dernière semaine, c'était avant le dernier match de l'année où c'était une finale. Enfin, ils jouaient une finale de classement. Bon, c'était pas la finale du championnat, mais c'était une finale de classement. Ouais, quand même, ouais. Ils avaient fait des poules, voilà. Et du coup, toute la semaine était vraiment une semaine de préparation à ce D'accord. match-là. Et comment t'as ressenti les entraîneurs, émotionnellement parlant? Est-ce que ça a influencé leur manière de communiquer? Pas particulièrement, non. D'accord. En tout cas, je pense pas, parce qu'il y avait c'était pas comme c'était pas une vraie finale, il y avait pas forcément d'enjeu. Ouais. Mais c'était quand même un match à enjeu avec ils avaient quand même joué leur phase finale entre guillemets D'accord. à eux. Et du coup, vraiment une focalisation sur certains aspects plutôt stratégiques Ok. et sur la manière de jouer. Là, il y a 2 semaines, alors ça, c'était plus dans ton cadre de ta thèse, mais il y a 2 semaines, c'est les jeunes de d'Orsay qui ont gagné une finale. C'est quoi, IDF? Je sais Ouais, plus. ils ont gagné, ils sont champions de régional. Bravo. Ils sont champions régional. Est-ce que tu as pu assister aux entraînements? Oui. Ouais. Bah ouais, bah je fais partie comme Ah, t'as fait pas, ok, je fais tout t'étais. le temps moi je faisais enfin comme je coordonne tout le pôle jeune, D'accord. je suis toujours sur le terrain en fait avec eux. Ok. Et du coup, je prends part dans, si besoin aux entraînements. Et Ok. puis là, avec les cadets, par exemple, j'ai pas mal pris part aux entraînements sur la fin. D'accord. Parce que dans le staff, il n'y a pas trop de spécialistes entre guillemets derrière, Ouais. sur les postes arrière. Du coup j'accompagnais un peu le. Enfin, on était ensemble sur les trois quarts. Ok. Et du coup, je suis pas mal intervenu le dernier mois avec eux sur les phases finales. Très bien. Là, ça doit être intéressant la préparation à cette finale. D'un point de vue, encore une fois, communication, mais vis-à-vis, donc peut-être des entraîneurs qui pouvaient être exigeants, qui voulaient gagner, mais d'un côté peut-être aussi rassurer les joueurs qui commençaient peut-être à un peu soit stressés, trop excités, donc peut-être moins concentrés. Il y avait un peu de tout ça, ouais. Sur les premiers matchs, c'était des matchs encore assez faciles. Enfin, sur le quart de finale, par exemple, c'était un match facile. On savait contre qui on jouait. On avait déjà battu 2 fois dans la saison. D'accord. Donc on savait que, entre guillemets, il n'y avait pas trop de. Pas de risque, ouais. Il y avait peu de risques. Donc des joueurs qui n'étaient pas forcément rentrés encore dans l'optique phase finale. Déjà dans la demi-finale, c'était beaucoup plus tendu. Ouais. Et des communications beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus de communication justement sur. Pas mal de communication d'un des entraîneurs qui est beaucoup sur l'affect, beaucoup sur l'émotion. Et qui du coup essayait de contextualiser un peu tout le temps au cours d'entraînement et revenait à ça pour essayer de faire en sorte que les joueurs soient concentrés, impliqués, appliqués dans les séances. Ok. Avant même le vendredi, le dernier entraînement avant le match du week-end. D'accord. Très bien. Donc beaucoup plus de communication là-dessus, mais ce qui est le cas partout entre guillemets. Ouais, oui. Et notamment avec des jeunes qui en fait sont beaucoup plus affectés entre guillemets Ouais, par ce qui peut se dire que des joueurs seniors qui ont beaucoup plus d'expérience, Ouais, qui sont plus de recul, habitués à jouer, certains qui ont besoin d'être simulés de cette manière-là encore, ouais. mais d'autres qui n'ont plus du tout besoin de ça pour être bons le week-end. Ah, c'est sûr que les jeunes ils sont entre guillemets en construction, ils sont un peu plus. Ils sont en construction, puis il y a une représentation du rugby qui est pour eux, il y a quand même une représentation du jeu qui est différente D'accord. dans la culture, dans l'imaginaire un peu du rugby. C'est vraiment, voilà, on part un peu à la guerre. Ouais, entre guillemets, d'accord. et les jeunes, beaucoup plus que ça. C'est aussi le cas, par exemple, à l'école polytechnique. Ouais. Les polytechniciens, ils sont vraiment dans cette idée de la représentation du rugby qui est un sport de combat où il faut s'engager corps et âme dans un truc. Ce qui est vrai dans le fond. Mais l'approche est différente, on va dire, selon les personnes dans les différents clubs. Ok. Et le fait que tu entraînes, c'est intéressant, à Polytechnique. Donc c'est deux publics différents entre les jeunes d'Orsay et les polytechniciens. Il faut aussi, là aussi, comment tu adaptes ta communication? Pas il faut, je pense qu'il faut, mais comment est-ce qu'on peut adapter sa communication? C'est très différent. Moi j'entraîne du coup des jeunes, des polytechniciens et des filles. Ok. Et Ouais, en fait, il y a pas. C'est des communications qui sont très différentes à chaque fois parce qu'en fait, les personnes qu'on a en face de nous sont très différentes. ouais. Très différentes, pardon. Et déjà, il y a le vocabulaire qui est utilisé, qui est pas le même avec des gamins de 15, 16, 17 ans Ouais. et des polytechniciens qui sont des étudiants brillants. Ouais. Les filles, elles ont beaucoup plus besoin de comprendre, par exemple. D'accord. Tout ce qu'on fait, tout ce Le qu'on poids du explique, elles posent comment. beaucoup plus de questions. D'accord. En tout cas, c'est de l'expérience que j'ai pu en avoir, c'est qu'elles Ouais. ont besoin de beaucoup plus comprendre, alors que des gars, ils font, et parfois ils peuvent faire un exercice pendant 15 minutes sans qu'on leur explique et sans poser aucune question. Et c'est assez marrant au même âge, mais du coup, c'est déjà beaucoup le vocabulaire. Par exemple,
Et avec des petits, c'est encore différent. Parfois, on demande on expliquait des choses à des petits qui comprennent rien, et puis il y en a un qui a compris, on lui demande de réexpliquer aux autres. Nous, on comprend pas ce que lui, il explique aux autres, mais en fait, tous les autres gamins ont compris. Ah ok, et ça fonctionne. Et ça fonctionne parce qu'en Génial. fait, en fait, ils se comprennent dans leur manière de communiquer, et même si nous, on essaie d'approcher la manière dont eux communiquent. D'accord. Enfin, on va pas utiliser des mots savants avec des gamins de 15 ans, Ouais. parce qu'en fait, c'est des mots qu'ils connaissent pas, en fonction de qui on est, on communique différemment. D'accord. Donc il y a vraiment des messages qui sont transmis différemment sur ça. Et par exemple, après, il y a sur la fake, sur la manière de se positionner aussi. Plus les gens ils grandissent et moins, entre guillemets, on essaie de. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut essayer de prendre de place en tant qu'entraîneur. D'accord. Parce que plus les joueurs ont de connaissances, plus ils savent se préparer, se structurer, et ils savent les contenus, ils savent ce qu'il faut faire. Donc je pense que plus l'entraîneur est avec des équipes de niveau important, plus c'est un guide. D'accord. Et moins, en tout cas dans le style de leadership un peu à avoir. Et c'est ce qu'on voit un peu sur le haut niveau, c'est que on demande aujourd'hui beaucoup aux joueurs d'être acteurs de leur projet, de leur contenu. D'être autonome, tout ça. ouais. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'avoir un groupe de leaders ou de sages et d'arriver à ce que la communication passe mieux. Donc c'est des personnes qui arrivent à traduire quelque part, si on reste dans le thème de la communication, à traduire les propos. C'est des personnes qui arrivent à traduire et qui sont aussi écoutés différemment. Les joueurs s'écoutent différemment les uns avec les autres que de l'entraîneur. Par exemple, un joueur qui est remplaçant aura plus tendance à écouter un coéquipier, je pense, qu'un entraîneur qui, du coup, génère quand même chez lui de la frustration. D'accord. Parce qu'il joue pas ou peu et que. Ok. Et du coup, le message passe quand même différemment. D'accord. Et selon les moments aussi. Parfois, l'entraîneur a besoin d'être là, a besoin de parler, et les joueurs ont besoin que l'entraîneur communique. Parfois pas. Il y a des temps où les joueurs ont plus, par exemple, à l'avant-match, c'est plus un temps. Moi, j'avais fait mon mémoire à l'époque avec les joueurs de Massy, l'équipe professionnelle, et ce qui ressortait beaucoup, c'était que l'avant-match, c'est un temps qui est vraiment pour les joueurs, parce que c'est eux qui se préparent à aller sur le terrain et à engager leur corps, à potentiellement se faire mal, et l'entraîneur, en fait, il est plus à ce moment-là, il est moins légitime dans ses communications d'après les joueurs, et c'est aussi quelque chose qu'on ressent un peu parfois en senior, enfin que moi je peux ressentir en tant que joueur, c'est qu'il y a des moments où c'est bien de laisser de la place aux joueurs, parce qu'en fait déjà ils savent des choses, et même à 15 ans ils savent énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on pense, et du coup comme les joueurs sont un peu sachants, il faut leur laisser de la place. Ok. Ouais, ça permet même pédagogiquement à ce que les joueurs développent leur autonomie, leur intuition aussi sur le terrain. La stratégie, l'observation, je donne pas toutes les consignes. Ils développent pas mal de compétences comme ça, et c'est des modèles que nous on a vu en STAPS, par exemple sur le STAPS d'Orsay, c'est comme ça où l'idée c'est de mettre des situations, de créer des problèmes chez les joueurs et d'essayer de les amener à les résoudre d'eux-mêmes et à trouver les solutions d'eux-mêmes, et en fait on est dans la construction du joueur, donc c'est parfois plus long que de simplement donner les consignes, de dire les attendus et d'attendre, et de les mettre en place, que les joueurs essaient de les mettre en place tout de suite. Mais si eux-mêmes sont acteurs du truc, en fait, mieux. Dans la pérennité de la progression et puis même de l'inscription du joueur dans un projet, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi est-ce qu'un entraîneur, alors, avant un avant-match, a besoin de parler pendant pas des heures, mais... Ça dépend des entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui communiquent avant les matchs pour dire tout ce qu'ils n'ont pas dit pendant la semaine. Trop tard, ok. Parce qu'en fait, ils ont vu que, notamment en senior, mais que cette équipe-là a telle caractéristique. Ils n'ont pas eu le temps de le faire pendant la semaine, ou ils ne l'ont pas fait pour X ou Y raison. Et du coup, eux, ça les rassure en fait de donner toutes les clés. Puis ça leur permet aussi de dire, mais ça, les gars, je vous l'avais dit. D'accord. Et du coup, pourquoi vous l'avez pas fait ? Parce qu'en fait, on l'a pas travaillé. Par exemple. Ouais, d'accord. Mais c'est pour se rassurer eux-mêmes. Mais il y a une manière de se rassurer. Je pense qu'il y a quand même une représentation du. Je pense que dans le rugby, on est très bon sur les discours. On a quand même une image où c'est important de se regrouper, de parler. C'est moins le cas dans d'autres sports. La place du discours en basketball, en handball. Il y a des discours parce qu'il y a un sport collectif, etc. Mais c'est moins prégnant. D'accord. Nous, à chaque match de rugby, il y a un cercle, il y a un entraîneur qui parle, il y a des joueurs qui parlent, qui prennent la parole avant le match, bien avant, etc.
Donc il y a ça, et après il y a une causerie d'avant-match qui permet aussi de resynthétiser un peu les éléments pour le coup qui parfois ont été travaillés. Donc la Et causerie, c'est à l'hôtel, par exemple. Ouais, ou avant Ou... le match, enfin dans une Ouais. salle de réunion, enfin plus dans une salle de réunion Mais que c'est pas dans quand le ils vestiaire. sont prêts à rentrer sur le terrain. Non, pas forcément Nécessairement, juste ok. avant. Mais Conceptualisé, ouais. Ok, et donc il y a cette causerie qui peut être du coup soit pour dire ce qu'on n'a pas dit et d'accord. qu'on aurait dû dire, soit pour resynthétiser ce qu'on a déjà bien travaillé. Et avant le match, il y a des coachs qui sont dans le besoin de motiver, dans le besoin D'accord. d'engager des joueurs, de parler de valeurs, mais qui est très différente selon les cultures des clubs. Oui, Sud-Ouest, peut-être un peu plus ça que. Potentiellement, mais par exemple, moi qui ai joué à Orsay et à Versailles en senior, Ouais. bah, la place du discours est pas du tout la même. Ah, intéressant, ok. Ah, et pourtant, il y a 20 km d'écart, il y Ouais, a des c'est ça, ouais. populations qui sont pas fondamentalement différentes. Enfin, Ouais. en senior assez quand même, mais Ouais. du coup, c'est pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes, la même manière d'appréhender les matchs, avec des discours quand même assez longs à Versailles, avec beaucoup d'émotionnel, etc. Et à Orsay où on se dit trois quatre mots et en fait on joue et en fait les résultats sont pas meilleurs d'un côté ou de l'autre, D'accord. c'est juste des manières de fonctionner. Je Ok. pense juste que ce qui est important dans le vestiaire, c'est quand même d'essayer de savoir à qui on s'adresse, Ouais. qu'on soit coéquipier ou qu'on soit entraîneur, et de savoir ce que les joueurs ont besoin. Quand je suis arrivé à Orsay, je sais qu'il y avait en gros 70% qui étaient des joueurs de STAPS, qui étaient issus, enfin qui avaient Ouais. une formation de STAPS, qui étaient des joueurs qui n'avaient pas forcément besoin de se mettre des coups de tête dans les murs entre guillemets pour rentrer sur un terrain, mais pour être bon. Ouais. Et du coup, ça fonctionnait très bien. Et du C'est coup, ce qu'il ces y a à faire. discours. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est le fait que quand c'est tout le temps des discours qui sont sur l'émotionnel, Ouais. sur le. Bah, en fait, il n'y a jamais de changement. Et du coup, il y a Ouais. une espèce de routine qui s'instaure où en fait D'accord. tout le joueur. Et du coup, qui crée moins Ouais. de choses que si c'est du one shot où bah en fait c'est un joueur qui va d'un coup prendre la parole et parce qu'il est légitime de le faire et changer son mode de fonctionnement et du coup surprendre un petit peu et la D'accord. surprise crée en général davantage d'émotions que Ok. quelque chose qui est toujours au même stade. Ouais, ça marche à. C'est vrai que le côté émotionnel, ça marche une ou deux fois de suite, mais après. Bah, je pense qu'il y a une espèce C'est de pas. lassitude qui peut ou en tout cas les joueurs qui ont besoin de cet émotionnel n'ont pas besoin de ce discours pour rentrer dans Ouais, l'émotionnel, ils d'accord. font leur truc de leur côté. Il y a des joueurs hein, qui se qui se mettent des claques, qui se mettent des coups de tête dans les murs. Enfin, Chacun sa on routine, a ouais. tout un peu vu, on a vu. Moi j'ai déjà un peu tout vu dans les vestiaires, mais pas tout je pense parce il doit y avoir Ouais, alors évidemment des choses pas belles, très belles. Ouais. d'autres choses ailleurs, mais Tout à l'heure, tu disais que les filles ont besoin de tout comprendre, et les garçons, c'est plus tu me dis, j'y vais, et puis on verra si ça passe ou ça casse, entre guillemets. Alors, je vais pas dire qu'est-ce qui est le plus efficace, mais en termes de résultats, c'est peut-être plus long à expliquer pour les filles, mais quelque part, une fois que c'est compris, eh ben, elles appliquent tout de suite. Pas besoin de repasser dessus, s'énerver ou autre. bah, bon, alors déjà je pense que c'est pas le cas chez toutes les filles et chez tous les garçons. Ouais, ouais, oui, on va pas faire, ouais, bien sûr. On va pas faire de grandes. Mais je sais pas s'il y a beaucoup plus d'efficace. Je pense que, en tout cas, les joueurs ont besoin d'avoir des retours pour progresser, de Ouais, toute façon, d'accord, sur ce qu'ils font pas forcément bien, mais aussi sur ce qu'ils font bien. Et d'ancrer ce qu'ils font bien, ce qu'on n'a pas trop tendance à faire tout le temps. d'accord. Enfin, on dit souvent de manière neutre un peu, il faut que tu fasses comme ça, etc. Mais on dit jamais quand c'est bien. Ouais, ok, On dit beaucoup, moi dans ma tête, je me suis intéressé justement à ce volume de communication positive ou neutre. Et on est plutôt sur 90% de neutre et 5-6% de positif et 4-5% de négatif. Quoi. ah d'accord, ok, donc c'est le nôtre qui Du prédomine quand même. coup, c'est le neutre qui C'est pas prévaut le vraiment négatif. sur voilà, il faut faire comme ça, mais en fait, il y a quand même des très bonnes choses qui sont faites par Ouais. les jeunes lors d'un entraînement et on a tendance à pas trop faire de feedback positif. Mais les joueurs, je pense qu'on a besoin de leur faire des retours, ils ont Ouais. besoin d'apprendre. Quand est-ce qu'il faut leur faire? C'est après l'action ou l'exercice ou à la fin de l'entraînement? Bah, Ça moi, je dépend. pense que ce qui est de ce que ma thèse, de ce que Ouais. j'ai pu observer, c'est que vraiment, juste après l'action, ça permet au joueur de savoir, de se souvenir de ce qu'il a fait, de recontextualiser très vite la scène. D'accord. Par exemple, il vient de faire un passage, soit il a réussi, soit il n'a pas réussi, mais par exemple, s'il a réussi, on peut lui dire qu'est-ce que tu as réussi à bien faire dans l'action. D'accord. Et comme du coup, lui, il peut très vite se réimporter dans la situation qu'il vient juste de vivre, ça permet d'ancrer tout de suite. Et s'il a raté quelque chose, qu'est-ce qui fait que tu as raté à ce moment-là Ok. ta passe, par exemple? Comment étaient tes mains, Hmm. comment étaient tes pieds, tes jambes, etc. Et du coup, il est capable de le dire tout de suite.
Si on lui demande une demi-heure après, en fait, comme il a peut-être fait 15 passes depuis, bah, la situation dont on a parlé, dont on parle, qui s'est passée il y a 30 minutes, lui, il est plus à même de savoir exactement. D'accord. Ouais, ça permet d'appliquer tout de suite. Bah, de c'est corriger un tout des de suite. facteurs aussi que j'ai entre guillemets hiérarchisé sur les points importants à mettre en place quand on est pour avoir une communication efficace, c'est justement d'intervenir tout de suite après l'action. C'est pour ça que c'est intéressant quand on est un binôme d'entraîneur qui est un entraîneur qui anime la situation, qui met du rythme, etc., qui fasse en sorte que les passages s'enchaînent, et un autre entraîneur qui est situé là où les joueurs se replacent par exemple, pour essayer de capter les joueurs, de les choper et puis de leur dire, de leur faire des retours sur leur pratique à chaque fois, quoi. Ça a changé du rugby j'ai 38 ans, d'il y a 20 ans quand je jouais, où ils étaient en binôme et c'était l'un à côté de l'autre et ils dirigeaient et puis c'est pas bien, c'était encore un ballon tombé. Ouais, et puis il y en a un qui sert pas à grand chose en fait, dans les deux. Faites 3 tours de terrain, vous faites chier. Essayer d'essayer de calibrer un peu ça, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les stades de haut niveau, où en fait il y a des coachs avec des ballons un peu partout, des coachs qui sont ailleurs, et en fait ils sont en communication tout le temps, les uns avec les autres, et puis ils communiquent du coup avec les joueurs sur certains aspects, et puis sortir un joueur du jeu même sur une situation de match, par exemple à 15 contre 15 à l'entraînement, sortir un joueur 30 secondes, ça va pas nuire à l'équipe démesurément, enfin en tout cas ça va faire un trou dans l'équipe, donc on peut le choper, lui dire voilà tac tac tac, et de le remettre, il repart dans le jeu, et lui il a eu l'info, et du coup il peut essayer de la traiter du mieux qu'il peut pour changer tout de suite le comportement in situ quoi, dans le match, dans le jeu, ce qui est pas possible en match en compétition, mais oui tu peux, c'est difficile, mais c'est pour ça que la communication en match est encore plus difficile, mais ça, c'est quelque chose qui je trouve hyper intéressant, c'est comment en match l'entraîneur arrive à véhiculer ou donner les consignes avec tout, quoi. La fatigue des joueurs, donc ils sont moins concentrés ou moins attentifs, l'émotion du joueur mais aussi de l'entraîneur, en fonction de là où tu en es dans le match et dans la compétition. Ça doit être ça doit être chirurgical en fait, je me dis. Ça doit être très précis. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir appris aux joueurs à se poser des questions et à trouver des solutions à l'entraînement. Parce que du coup, ils sont à même entre eux et certains joueurs de trouver les solutions tout seuls en match. En tout cas, de se poser des questions de mince, là ça marche pas, comment on pourrait faire. Et si on n'a jamais amené les joueurs à se poser des questions en match, mais en fait ils sont pas du tout autonomes. Et du coup, ils savent pas forcément le faire. Et la difficulté en match, c'est de trouver les moments où communiquer, parce que déjà le terrain il fait 100 mètres de long, 70 mètres de large, donc si l'action est de l'autre côté, en fait le joueur il t'entendra jamais. C'est ça, il suffit qu'il y ait en plus du public et du coup c'est foutu. Et du coup il y a des temps vraiment communiqués, il y a des, par exemple on voit à la télé aujourd'hui les soigneurs, en fait c'est des coachs. Enfin, il y a ils ont l'oreillette. C'est des coachs, des joueurs avec des oreillettes qui transmettent des informations d'un staff, ou même eux qui transmettent des informations aux joueurs sur des temps morts. Au rugby, on a des temps morts quand même, quand il y a un essai qui est marqué, quand il y a des blessés, il y a des arrêts de jeu, et du coup c'est d'essayer de centraliser les informations importantes à transmettre sur ces moments-là. Mais c'est pareil, on peut pas balancer 15 infos en même temps, parce que en fait sur les 15, sinon il y en a 14 qui tombent dans l'eau, voire les 15. Les 15, Et c'est dur. Alors que si on en donne une ou deux, en fait on a quand même beaucoup plus de chances que l'info elle arrive, vu qu'il n'y a que ça. C'est marrant. Il y a que ça. Je me souviens de cette anecdote c'était l'All Black, la Coupe du Monde 2011 je crois, en finale contre la France, où le sélectionneur Graham Henry, vers la fin du match, parce que le score était très très serré, il commence à donner plein de consignes, il faut faire ci, il faut faire ça, du haut de ses tribunes, et donc ça passait encore par les soigneurs, etc. Et les joueurs ont dit c'est bon, laissez-nous faire, faites-nous confiance, ça va bien se passer. Ça c'est pas mal, c'est là la mise en autonomie comme tu parlais. C'est parce que du coup ils ont été formés entre guillemets à savoir réguler en fait leur activité dans le match, parce que tout se passe pas forcément comme prévu. Ça peut être bien sûr, mieux, mais quand ça se passe pas comme prévu, il faut réussir à avoir les ressources. Ça peut être frustrant en tant qu'entraîneur, sans dire putain, parce que je trouve qu'en tant qu'entraîneur c'est très frustrant. T'es un ancien joueur, t'es plus sur le grand rectangle, donc au rugby, t'es sur un tout petit rectangle devant ta cahute et t'as pas le droit de bouger, enfin entre guillemets. Tu peux pas aller sur le terrain et aider parce que c'est interdit. Et là, on te dit non, c'est bon, laisse-nous faire. Non, ça doit bouillonner au fond. C'est savoir son rôle, et c'est accepter que les joueurs jouent et que l'entraîneur coach. Mais c'est une transmission de flambeau aussi, quelque part. C'est une transmission de flambeau, mais c'est juste accepter sa posture. Parfois, ça donne des raisons aux joueurs, du coup, parce que du coup, ils ont quand même gagné, mais du coup, c'est accepter que déjà qu'on n'est pas indispensable. Ouais, c'est ça, c'est qu'on n'est pas en contrôle de tout. Pour moi, l'entraîneur, c'est en fait le meilleur entraîneur, c'est celui qui à la fin n'a plus besoin d'être là quasiment. Enfin, qui est là, mais pour gérer quelque chose de temps en temps, quelques trucs, mais qui dans la majorité des cas en fait est plus indispensable.
T'as qui en tête quand tu dis ça? Comment? T'as qui en tête? Bah, Tout sport confondu. J'ai Onesta en tête, Ok. qui est un entraîneur qui est présent, mais quand on le lit, quand on l'écoute, en fait, et quand on voit les joueurs fonctionner, bah, sur les temps morts, parfois, on le voyait en dehors des cercles. Donc Et Claude les Onesta, joueurs, c'est le hand. et les joueurs, en fait, étaient entre eux et disaient les choses, et en fait, ils étaient champions olympiques à la fin. C'est génial ça. Donc en fait, il a su tellement donner les clés, tellement donner les D'accord. ressources. Lui, son boulot, en fait, c'était d'organiser justement ses prises de parole des joueurs, qui fait quoi, qui est qui, à apprendre les joueurs à se connaître et à se reconnaître, et puis à partager des moments ensemble et à gérer des hommes plus que le jeu, en fait. Ouais. Et Et lui, c'était encore. le jeu, il est géré en fait par les joueurs. Ouais. Et lui, c'était bah, encore plus compliqué parce qu'il était sélectionneur. Il les voyait pas au quotidien, les joueurs. après, pendant les compétitions, il les voyait pendant Oui, toute la oui. préparation des JO, etc. Ouais, mais, ouais. mais oui, et c'est de se rendre compte que l'entraîneur, je pense, la qualité première d'un entraîneur, c'est de se rendre compte qu'il n'est pas indispensable. Ouais, pas mal. Et qu'à partir du moment où il a compris, on comprend ça, bah on peut fonctionner différemment et on peut donner de la place aux joueurs. Hmm. Et parce que je pense que les entraîneurs qui se rendent indispensables, c'est aussi les entraîneurs qui restent pas longtemps dans les staffs. D'accord. C'est des entraîneurs qui changent beaucoup. Ok. Parce que du coup, ça met une espèce de pression où bah, le joueur a pas la possibilité en fait d'exprimer Oui. ses connaissances à lui, qui quand on fait du sport de haut niveau, c'est des connaissances qui sont immenses. D'accord. Le joueur, il connaît sa pratique, il sait qui il est, surtout sur des postes stratégiques, par exemple au rugby. Je pense que le demi d'ouverture au rugby, il a des connaissances, Oui. il connaît bien le rugby parce que pour le jouer, Hmm. il a forcément besoin de le comprendre. D'accord. Et d'ailleurs, on le voit dans les staffs, c'est souvent des postes, des leaders Ouais. qui étaient sur des postes leaders, beaucoup de talonneurs, beaucoup de demi-mêlées, beaucoup de demi-ouverture qui sont aujourd'hui coachs sur le haut niveau parce que c'est des postes où en fait on se pose des questions dans le jeu pendant qu'on joue. D'accord. Et donc ces joueurs-là, je pense qu'ils ont une parole qui doit être écoutée par les entraîneurs et qui doit prendre beaucoup de place Intéressant. pour eux. Donc un entraîneur qui dure dans le même club, dans la même institution, c'est un mec qui connaît son poste, enfin son rôle, et qui n'est pas... Voilà. Moi je le résume à cette manière-là, c'est une question d'humilité et de... je me fais tout petit, quoi. Pas forcément je me fais tout petit parce que ça reste quand même hiérarchiquement entre guillemets celui qui décide à la fin. Ouais. Potentiellement si on a décidé que c'est quand même, mais dans le sport ça reste quand même à la fin le manager ou les entraîneurs qui font la compo d'équipe par exemple dans la plupart des cas. J'ai pas d'exemple ou en tout cas c'est les joueurs qui choisissent entre eux qui va jouer. Donc il a quand même une dimension hiérarchique mais en tout cas qui à l'entraînement laisse de la place. D'accord. Et qui a une... Je sais pas si c'est de l'humilité parce que oui, il y a une forme d'humilité à se dire que je suis pas indispensable. Ouais. Mais c'est aussi une manière de fonctionner sur des styles de leadership vraiment Bien sûr, horizontaux, participatifs, où l'idée c'est qu'en fait il n'y a pas forcément de gens qui sortent du lot. C'est un groupe avec des joueurs, un staff, un prépa physique, etc. qui fonctionne pour un objectif. Et en fait, c'est comment ce groupe il a besoin, quels sont les objectifs et comment on va faire pour atteindre ces objectifs. Et en fonction des groupes, il y a des groupes qui vont avoir besoin d'être maternés, beaucoup plus que d'autres. Et je prends un groupe où on a que des joueurs qui ont fait des études de STAPS, d'entraînement, machin, et qui connaît des choses, qui sait aussi comment on transmet qui savent être pédagogues, parce que c'est leur métier aussi, etc. Et des équipes où c'est pas le cas. Potentiellement on va fonctionner différemment sur la manière de faire, sur la place qu'on va laisser aux joueurs, etc. Et qui sera accepté par les joueurs, mais l'important c'est que ce soit accepté par les joueurs. Ouais. Donc c'est de leur poser la question aussi D'accord. Et savoir trier en fonction des moments, c'est la difficulté je pense d'un bon manager, c'est d'essayer de savoir quelle est sa place à chaque moment, à chaque entraînement, à chaque match, en fonction des résultats précédents, en fonction du classement, en fonction des objectifs. C'est d'adapter sa manière de faire au je quotidien. Il n'y a pas de bonne manière de faire tout le temps pareil, mais par contre, c'est comment on adapte au quotidien la manière dont on a de fonctionner. Ok. En étant parfois dur, parfois en l'étant pas, en lâchant du lest, en les laissant. Mais en écoutant les joueurs et en essayant d'avoir des sons de cloche qui reviennent à chaque fois et de ce qui est bien, mais aussi de ce qui ne l'est pas. Ouais, donc c'est avoir aussi ses capacités à recevoir le feedback. C'est Ouais, pas uniquement l'entraîneur qui le fait aux joueurs, mais une des compétences principales pour moi de l'entraîneur, c'est la remise en question. Ouais.
de pourquoi ça a marché Ouais. et pourquoi ça n'a pas marché. Et est-ce que c'est de ma faute si ça n'a pas marché? Bien sûr, ouais. Parce que potentiellement, et Souvent, ouais. assez régulièrement, ça peut être de la faute de l'entraîneur. Ok. C'est aussi de la faute des joueurs. Enfin, Ouais. mais potentiellement, c'est pas que de la faute des joueurs. Et il y a des Ouais. entraîneurs qui oublient un peu ça. Tu oublies leur mission, ok. Alors tu l'as sûrement fait, et là, moi je trouve que ça pourrait répondre à ma question suivante, une des dernières questions, c'est quel conseil tu pourrais donner ou tu as envie de donner aux entraîneurs pour optimiser ou améliorer leur communication? Déjà c'est les résultats de ma thèse Ouais. enfin c'est d'utiliser des mots clés, de citer. Enfin il y avait des choses qui ressortaient. Par exemple c'était quand on s'adressait au collectif, quand les coachs s'adressaient à un collectif, quand ils disaient par exemple les trois quarts. Mhm. En fait, tous les trois quarts, ça tiltait dans leur tête que D'accord. c'était le moment où il fallait écouter. À partir du moment Ok. où l'entraîneur disait, et là les avants, en fait, tous les trois quarts arrêtaient d'écouter. Et les Et les avants, coachés. avants se mettaient en route, entre guillemets. D'accord. Donc c'était assez marrant, mais du coup, de citer ces mots-clés, pareil, quand il y a un prénom qui sort, Ouais. le joueur à qui on a cité le prénom, en fait, tout de suite, lui, ça capte son attention. Et du coup, ça lui permet de focaliser sur l'entraîneur. Donc utiliser des mots-clés un peu comme ça. Mhm. Avec des mots, dans le rugby, on parle de référentiel commun. Ok. Avec des mots qui sont construits dans les équipes en fonction de. D'accord. Des mots qui donnent du sens à des actions. Ouais. Et donc d'utiliser ces mots-là de manière prépondérante, de les répéter plusieurs fois dans les communications et d'avoir des communications qui sont très édulcorées sur justement ces mots-clés. D'accord. Qu'est-ce Ok. qu'on veut transmettre comme information et finalement, avec la phrase la plus courte, comment je peux transmettre cette information? Ok. Et d'y associer des gestes, voire des démonstrations qui permettent de faire un espèce de patchwork un peu de tout ça, qui permet de toucher tous les profils de gamins et de connaître les préférences des joueurs Mhm. sur comment qu'est-ce qui fonctionne mieux avec ce joueur-là, du coup comment je vais m'y prendre pour communiquer Ok. avec lui pour gagner du temps et puis voilà. Intervenir juste après l'action, avoir des communications très courtes qui durent, moi dans ma thèse, on voyait que là, dès que les communications a duré plus d'une minute, mais en fait il y avait des informations qui étaient perdues D'accord. dans celles qui étaient transmises, alors que quand c'était moins de 30 secondes, tout était plus ou moins compris. Et quand c'était une minute, pareil, quand il y avait une démonstration, tout était plus ou moins compris par les joueurs. D'accord. Une démonstration qui est soit effectuée par les joueurs eux-mêmes, Ouais. encore faut-il prendre des joueurs qui savent faire ce qu'on demande à ce moment-là et pas de prendre un joueur qui va faire une connerie Mhm. pendant la démonstration, parce que sinon c'est des choses qui arrivent, C'est partout. parce que ça se voit, mais voilà. Ok. Et après donner de la place aux joueurs, le Ouais. questionner et le rendre acteur de l'apprentissage. Ok. Et notamment avec les jeunes qui sont à l'école toute la journée, Ouais. à qui on balance des informations toute la journée sans vraiment forcément tout le temps leur poser de questions. Hmm. Et si nous en plus on en rajoute quand ils viennent sur le jeu après, c'est compliqué. Ouais. C'est différent avec des équipes professionnelles parce que c'est Bien sûr, ouais. c'est C'est leur leur métier boulot, ouais. et qu'eux ils font pas autre chose à côté, mais Hmm. s'adapter au public, D'accord. Cool. leur laisser de la place et se remettre en question. Important, ouais. Cool. Merci. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Réussir à écrire des articles, Ouais. enfin avoir des articles publiés assez vite Ok. pour pouvoir être qualifié maître de conférence et trouver un poste dans une région sympa de France, T'en as une en tête? proche de l'océan. Proche de l'océan, ok. Cool. Ben, un grand merci, Baptiste. Merci pour ton partage, c'était cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais conclure ce podcast en remerciant Baptiste. Baptiste, un grand merci de ton partage. C'était génial. J'ai appris énormément de choses. Et j'espère que vous aussi, ceux qui écoutent et qui suivent ce podcast 100% mental, ont apprécié autant que j'ai apprécié d'interviewer Baptiste. Vous pourrez retrouver Baptiste à travers les différents liens que je vais mettre en description. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à me contacter. Ça sera avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes, des nouvelles interviews. Et encore un énorme merci à toutes et à tous d'être aussi fidèles, d'enchaîner les épisodes, de les écouter tous. Vraiment un grand merci. Et également un grand merci à ceux qui me font des retours via Insta ou autre et qui m'envoient des commentaires qui sont ultra sympas. Ça me fait énormément plaisir, ça motive encore plus de continuer cette aventure avec vous, de trouver des thèmes qui plaisent et surtout aussi des personnes que j'interviewe qui sont tous très différents mais qui apportent leur point de vue, et j'espère que certains d'entre vous arriveront à vous retrouver dans au moins une personne que j'interviewe. C'est le but.
Donc voilà, un grand merci à vous. Passez une très belle journée, soirée, nuit, matinée, où que vous soyez, quel que soit le moment de la journée à laquelle vous écoutez le podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et découvrir mon monde, qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais, vous pouvez aller sur ma page Instagram qui est en description, en lien. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn et également sur mon site internet et sur le podcast. N'hésitez pas à consulter et si vous avez surtout la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement et je me ferai un énorme plaisir de vous répondre. À bientôt, ciao.